Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Patriote. Voilà, chers téléspectateurs, Les Patriotes est une émission qui a pour objectif de réfléchir et de commenter sur les questions d'actualité sur la scène politique congolaise. Alors pour y arriver, nous avons approché les candidats à la présidentielle du 30 décembre 2018, Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita. C'est donc avec lui que nous allons pouvoir discuter, commenter et réfléchir sur l'actualité, sur des questions d'actualité sur la scène politique congolaise. Alors, sans plus tarder, nous venons là de planter les décors de notre émission. Sans plus tarder, j'ai dit bonjour à Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour Madame, je suis très heureux que vous soyez ici. Merci beaucoup. Alors, comment allez-vous? Je me porte très bien, sauf que la République démocratique du Congo se porte très mal. Ah bon? Voilà. Je profite pour poser la première question. Quelle lecture faites-vous de la chose politique actuelle en République démocratique du Congo? Je crois que la RDC, notre pays, traverse une situation extrêmement difficile. Nous avons connu les élections le 30 décembre 2018, élection à laquelle j'ai participé en tant que candidat à la présidence. Malheureusement, le peuple congolais n'a pas voté pour moi. J'ai accepté la défaite, j'ai salué la victoire de Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de la République et je lui souhaite bonne chance. Mais entre-temps, le pays continue à être encore dans une situation très difficile. Nous avons 85% de la population active au chômage. Nous n'avons pas d'eau potable, d'électricité, de services de télécommunication pour couvrir toute la population. Nous n'avons pas de routes de qualité, pas d'autoroutes de qualité, pas de chemin de fer. L'économie reste désarticulée, la monnaie congolaise n'a aucune valeur. Bref, le Congo se porte très mal et le président Félix Antoine Tshisekedi a des gros défis à relever pour arriver à satisfaire le peuple congolais. Voilà l'évaluation que je peux faire brièvement de la situation du pays. Voilà, Monsieur Tchani, parlons de votre défaite. Je dirais que cette défaite était prévisible parce que vous étiez pratiquement inconnu à la population congolaise. Je ne dirais pas qu'elle était prévisible. Si la population congolaise était dressée différemment, elle aurait pu faire beaucoup plus attention à la vision de développement que j'ai proposée pour sortir notre Congo du sous-développement et en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. C'est une vision de développement rare qu'aucun autre candidat n'avait donc dans cette course à la présidentielle. Mais le peuple congolais, j'ai appris une chose, qu'on ne vote pas sur base de projets de société, on ne vote pas sur base de vision de développement, on vote sur base de qui on connaît. Mais moi, ayant pas 40 années en Europe et aux États-Unis, j'étais littéralement donc méconnu du peuple congolais. En venant ici, du point de vue de beaucoup de personnes, c'était une défaite qui était prévisible. Mais moi, j'ai pensé que si on nous avait donné l'occasion, par exemple, d'avoir des débats présidentiels contradictoires, les gens allaient me découvrir et allaient déterminer que peut-être que j'avais la meilleure vision pour sortir notre pays du sous-développement. Est-ce que vous avez eu le temps de vulgariser ce projet? Je n'ai pas eu suffisamment de temps de vulgariser le projet. J'ai commencé, mais à la fin de la journée, la période de campagne était relativement courte. Et ça, je blâme notre constitution. Vous savez qu'on autorise à peine un mois de campagne présidentielle. Pendant un mois de campagne présidentielle, il est littéralement impossible à ceux qui n'ont pas été sur le terrain et qui n'ont pas battu campagne avant la campagne de se faire connaître. Donc ce n'est qu'une partie remise. En 2018, j'ai été battu, mais peut-être que 2023 ou 2028, je serai encore plus connu que je l'ai été donc dans le passé. Alors, je vous souhaite bonne chance. Nous sommes en train de poursuivre notre émission. Le 101er jour du président de la République à la tête du pays. Est-ce que, d'après vous, est-ce un pari gagné ou c'est un échec? Moi, je pense qu'il y a des signes très positifs et qu'il faut saluer et qu'il faut reconnaître. La première chose, c'est qu'au sortir des élections du 30 décembre 2018, il y avait contestation des résultats des élections de la part de certains candidats. Pas moi, parce que moi, je m'étais incliné devant les élections proclamées par la CENI et confirmées par la Cour constitutionnelle. Mais il y avait des gens comme mon ami, pasteur Théodore Ngoï, qui avait refusé de reconnaître cette victoire de Félix Antoine Tshisekedi, ou bien mon ami aussi, Martin Fayoulou, qui sont allés jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle pour déposer leur requête afin de demander qu'on puisse réexaminer tous les résultats. Après avoir examiné tous les résultats, la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Antoine Tshisekedi comme étant le vainqueur de ces élections.
malheureusement, Martin Fayulu a continué à protester, à aller à travers le pays, à travers le monde, en dansant pour faire comprendre aux gens que lui, il était le président donc élu. Alors, le premier pari que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu était de convaincre donc non seulement les Congolais, mais également la communauté internationale qu'il était le président légitimement élu de la République démocratique du Congo. Je pense que ce pari a été gagné parce qu'aujourd'hui, il est reconnu par l'Union africaine, par les États-Unis d'Amérique, par tous les pays en Europe occidentale, par la grande majorité, sinon par tous les Congolais. Donc je pense que c'est la première réalisation du président Félix-Antoine Tshisekedi au bout ou pendant les 100 premiers jours donc, de son quinquennat. Ensuite, il a dû lancer un programme d'urgence, de reconstruction des infrastructures de base, la construction donc des routes, la réhabilitation des écoles, la réhabilitation des hôpitaux et d'autres choses aussi qu'il a dû mettre dans son programme d'urgence. Je reconnais que ce programme-là n'allait pas régler tous les problèmes donc en une fois, mais au moins ça a indiqué la volonté du président de la République de se mettre au travail, de se mettre au service du peuple congolais, et je pense que c'est un pari donc qui a été gagné. Ensuite, il a libéré les prisonniers politiques. Il a libéralisé donc l'accès aux médias. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'avais pas accès par exemple aux médias publics comme la RTNC ou d'autres médias semi-publics. Je peux passer aujourd'hui à la RTNC ou bien dans les médias semi-publics plus ou moins facilement, je pense quelque chose donc de réalisé. Il a autorisé le retour au pays de certains exilés politiques qui étaient à l'étranger. Donc, tout cela, moi je pense que ça donne des signaux positifs pour l'avenir donc de la RDC. Mais les défis du développement restent énormes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il a même désigné un Premier ministre. Un Premier ministre qui s'appelle, je pense, Ilunga Ilunkamba, quelque chose comme ça. Oui, dont j'ai entendu parler quand j'étais à l'école secondaire. J'étais trop petit, lui il était déjà ministre dans les gouvernements. Et aujourd'hui, donc, il est Premier ministre, il l'a désigné. Nous attendons de voir donc les premiers signaux de formation donc, de gouvernement pour pouvoir donc évaluer effectivement s'il est l'homme de la situation ou pas. Voilà, je viens donc de déduire que, d'après vous, les 100 premiers jours du président de la République à la tête du pays, c'est pratiquement un pari gagné. Alors, si tel est le cas, s'il y a également des choses que le président de la République, des priorités ou des urgences que le président de la République peut faire pour faire en sorte que les choses aillent aussi bien que les gens le pensent, qu'est-ce qu'il peut faire actuellement? Moi, je pense qu'après avoir désigné son Premier ministre, la priorité du président de la République et de notre pays, c'est de mettre en place une équipe de qualité, une équipe gouvernementale. Pour cela, j'aurais souhaité que le Premier ministre soit quelqu'un qui incarne la rupture par rapport au passé et qui symbolise le changement positif que nous voulons pour le pays. On nous a donné un Premier ministre qui a travaillé sur le régime de Mobutu, mais qui a travaillé sur le régime de Kabila. Il faut lui donner donc la chance, le bénéfice donc du doute. Mais maintenant, on va juger la qualité du gouvernement à travers la composition de ce gouvernement et la qualité de tous les ministres qu'on va mettre en place. Et c'est là que nous attendons le président de la République. Nous voudrions qu'on nous présente donc une équipe de qualité, des gens qui sont propres, qui marquent la rupture par rapport au passé, qui n'ont jamais été impliqués dans les crimes contre les citoyens congolais, dans les violations massives des droits humains, dans les détournements des fonds publics, qui ont été impliqués dans la corruption, dans les biens mal acquis, donc on a reproché donc aux gens donc dans le passé sous Mobutu, mais également sous Kabila. Donc, si nous donnons ce gouvernement de ce genre-là, composé de gens technocrates, compétents, disciplinés, incarnant la bonne gouvernance, je pense que ce pays pourrait avoir donc de la chance de pouvoir redémarrer. Voilà, le Premier ministre, c'est quand même quelqu'un qui a eu à faire ses exploits dans la politique congolaise, je pense que c'est dans les temps. Et il faudrait s'en tenir sur son expérience. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut actuellement, pendant cette période de crise en République démocratique du Congo, pour relever ces défis de la pauvreté dont la République démocratique du Congo est en train de faire face? J'ai lu beaucoup de choses sur Internet sur ce Premier ministre. J'ai lu des choses telles qu'il a été au copyright et qu'il n'y a aucune entreprise publique qui a été restructurée de façon satisfaisante. On fait allusion à l'ONATRA, à la Poste, à la SONAS, à la MIBA, à la CNCF, à la GECAMINE. J'ai lu ces choses-là, mais j'ai lu aussi que il a été, après le copyright, il a été donc à la tête de la SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, et je comprends qu'il a laissé plusieurs mois d'arriérés de salaire. Bon, tout ça, ce sont des choses qui circulent sur Internet. Je souhaiterais d'ailleurs que le Premier ministre arrive à répondre à ces allégations-là
Et j'ai même vu des allégations qui disent qu'il a été mentionné sur la liste des biens mal acquis à l'issue de la conférence nationale en 1992. Je souhaiterais que le Premier ministre lui-même réponde à ces allégations-là parce qu'elles sont suffisamment graves pour pouvoir créer l'incertitude quant à sa capacité à pouvoir gérer le pays. Mais personnellement, je ne le connais pas. Donc je n'ai pas travaillé avec lui pour être en mesure de l'évaluer. Donc je voudrais lui donner le bénéfice du doute, mais je souhaiterais que lui-même puisse répondre aux allégations très graves qui sont mises sur la place publique contre sa personne et contre sa performance dans le passé. Alors aujourd'hui, le Premier ministre est nommé. D'après vos expériences dans d'autres cieux, est-ce que s'il faudrait s'en tenir à la répartition de portefeuilles ministériels, est-ce qu'il faut seulement penser au poids politique comme ça se fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Moi, j'ai tendance à mettre en doute les affirmations qui font croire que le FCC a un poids politique très important par rapport aux autres formations politiques dans ce pays. Je voudrais voir le peuple congolais comme étant un, uni et indivisible. Et je souhaiterais que le président de la République cherche dans le peuple congolais les meilleurs citoyens possibles qui aient les qualifications de pouvoir participer au développement économique au profit de tout le monde. Si on commence à dire les gens du FCC doivent avoir autant de pourcentages et les gens du cash doivent avoir autant de pourcentages, moi je leur poserai la question de savoir, et le reste du peuple congolais alors, qui va les représenter? Si c'est Noël Tchani qui va le représenter, donc tant mieux. Mais je considère que ce sont des affirmations qui divisent notre population au lieu d'unir. Je demande au président de la République et je demande surtout au Premier ministre de chercher dans les 92 700 000 Congolais que nous sommes les meilleurs citoyens possibles avec des meilleures qualifications pour être en mesure de composer le gouvernement et de travailler, développer la RDC au profit de tout le monde, plutôt que de se limiter à ces divisions-là qui sont créées artificiellement, FCC ou cash, en oubliant donc le reste de la population congolaise. Vous ne donnez pas la chance à FCC et à cash de pouvoir aider le président de la République à concrétiser sa vision comme il le dit toujours. Mais il faut qu'on sache donc qui fait partie du FCC. Ce sont les gens qui ont géré ce pays pendant les 22 dernières années et qui ont échoué lamentablement. Donc faut-il redonner l'occasion à ces mêmes personnes de continuer donc leur exploit? Je pense non. Nous devons tourner la page. Pour tourner la page, on a besoin d'autres personnes, des personnes nouvelles, des personnes qui ont de l'expérience à revendre, mais qui sont intègres, qui sont compétents et qui ont l'amour du pays et du peuple congolais et qui peuvent travailler dans les traits du peuple congolais. S'il faut trouver ces gens-là au-delà du FCC et au-delà du cash, il faut le faire. Il ne faut pas qu'on puisse se limiter simplement à ces petits groupes-là qui se sont d'ailleurs mis ensemble pour des intérêts égoïstes privés. Moi, je vous êtes là-bas, alors s'il faudrait aujourd'hui que vous fassiez partie de ce gouvernement, vous allez porter votre choix dans quel ministère, par exemple? Moi, je dirais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, me connaît très bien. Okay. Et il connaît beaucoup de Congolais. Et parce qu'il connaît beaucoup de Congolais, il connaît ma vision de développement de la RDC, qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui a pour vision, qui a pour mission de sortir le Congo du sous-développement et en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Et il connaît tous les 15 programmes du plan Marshall. Et il sait très bien aussi que ce plan a été approuvé par son père. Parce que j'ai rencontré donc le président Étienne Tshisekedi plusieurs fois. Je lui ai présenté le plan Marshall et il avait même dit que ce plan-là était au cœur même de la philosophie de l'IDPS. Pourquoi? Parce que cette philosophie-là mettait le peuple d'abord. Et ce plan met le peuple d'abord. Si le président Félix Antoine Tshisekedi estime que je peux être utile pour mettre en œuvre sa vision de développement qui est conforme au plan Marshall que je propose, tant mieux, nous pouvons travailler ensemble. Mais c'est à lui de déterminer où il pense que je pourrais être utile pour arriver à aider non seulement le Congo, mais l'aider lui-même donc à réussir dans la mission de transformation économique et sociale de notre pays. Qu'est-ce que votre plan Marshall peut apporter dans le gouvernement actuellement sur le plan économique? Le plan Marshall peut, sur le plan économique, arriver à développer le pays, c'est-à-dire diversifier l'économie, construire les infrastructures donc de base, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, relier toutes les 26 provinces du pays, construire les aéroports et mettre de l'eau et de l'électricité, des services de télécommunications accessibles à toute la population congolaise
enlever ce phénomène donc de délestage que nous vivons donc au jour le jour. Et ça, nous pouvons le faire sur le plan économique. En plus de cela, le plan vise à pouvoir investir dans les ressources humaines, c'est-à-dire doter le Congo des ressources humaines de qualité à travers l'amélioration de l'éducation et de la santé, rendre l'éducation et la santé accessibles à tous les Congolais, sans exception, mais au-delà de cela, mettre en place un environnement propice au développement du secteur privé pour permettre aux Congolais qui veulent faire des affaires, qui veulent créer des entreprises, de s'épanouir très rapidement et correctement, mettre en place un système financier fonctionnel, c'est-à-dire doter le Congo d'une monnaie nationale crédible. Le franc congolais que nous avons aujourd'hui ne vaut rien. Nous devons être conscients de ça. On doit réhabiliter le franc congolais, restructurer la banque centrale, lui donner la capacité de concevoir, de mettre en œuvre une politique monétaire donc crédible. Et au-delà de cela, diversifier maintenant le système financier, c'est-à-dire ce système financier qui comprend essentiellement 20 banques commerciales, toutes étrangères. Nous devons réformer cela pour donner au Congo des banques commerciales de qualité, les banques d'affaires de qualité, des intermédiaires financiers de qualité dans lesquels les Congolais sont non seulement des employés, mais également des actionnaires, pour qu'ils puissent participer au financement de l'économie, au profit du peuple congolais. Mais enfin, nous devons surtout diversifier l'économie. Diversifier l'économie, nous avons aujourd'hui la capacité de développer l'agriculture, le tourisme, l'élevage et la pêche. Industrialiser cela, mécaniser cela pour produire plus au profit du peuple congolais. Et enfin, prendre le secteur minier, pour pouvoir développer ce secteur-là, transformer localement les minéraux congolais qui sont exploités à l'état brut, les transformer en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du Congo, afin de pouvoir diversifier l'économie et créer des emplois pour tout le peuple congolais. Donc voilà grosso modo ce que nous pouvons faire. Il est temps d'approcher le président de la République, essayer de parler avec lui de ses projets pour qu'ensemble, vous pouvez aller amener notre économie à son essor. Effectivement, j'ai rencontré le président de la République plusieurs fois d'ailleurs depuis qu'il est devenu président de la République et je lui ai présenté le projet dans le détail. Il le connaissait d'ailleurs. Je n'avais même pas besoin de le convaincre parce qu'il connaissait le projet bien avant. Mais au-delà de cela, je lui ai remis les 4 volumes du plan Marshall que j'ai élaboré et je lui ai remis ça à main propre, donc il a ça. S'il estime que ce sont des choses qu'il peut utiliser, je lui souhaite bonne chance. Voilà, je profite pour parler de... Parce que vous avez parlé aussi de mines, je profite pour essayer un peu de parler de cette histoire des diamants qu'on a pu kiffer aujourd'hui des différends entre le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Basile Longo et l'ancien porte-parole du gouvernement, Mende. Alors, s'il faudrait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un Congolais puisse détenir les diamants, par exemple? Oui, vous savez, notre économie a été organisée de façon telle qu'il y a beaucoup d'anarchie. Je considère que lorsque vous êtes ministre, vous devez être ministre. Vous ne pouvez pas être ministre diamantaire. Vous ne pouvez pas être ministre et homme d'affaires en même temps. C'est ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Je suis pour ce qu'on appelle l'état de droit fonctionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre ou vous êtes parlementaire, vous bénéficiez de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, mais vous devez vous maintenir simplement dans les fonctions des parlementaires. Vous ne pouvez pas traverser la frontière, aller maintenant commencer à exploiter donc le diamant, et quand on vous arrête, vous dites que non, je suis parlementaire, je bénéficie de l'immunité parlementaire. Moi, je souhaiterais que ce cas de Lambert Mende Omalanga soit traité avec beaucoup de sérieux. On lui donne l'immunité parlementaire. S'il faut lever l'immunité parlementaire pour examiner comment il a pu détenir ce diamant de 87 carats, il faut le faire. Mais il faut respecter donc les règles du droit. S'il faut demander que l'immunité parlementaire donc soit levée, il faudra le faire. Mais il faut traiter ce cas avec beaucoup de prudence, mais avec beaucoup de rigueur aussi. Et je voudrais donc qu'on donne une leçon très forte à tous ceux qui sont dans les fonctions publiques. Vous êtes président de la République, vous ne devez pas être diamantaire. Vous êtes Premier ministre, vous ne devez pas être commerçant. Vous êtes ministre, vous ne pouvez pas être en même temps industriel. Donc, chacun qui va dans les domaines de fonction officielle doit se tenir à cela pour ne pas créer des situations de conflit d'intérêts. Et ça, je pense que ça contribue à ce que j'appelle la bonne gouvernance donc, dans notre pays. Voilà, changeons un peu de sujet, parlons un peu de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Voilà, cette opposition aujourd'hui donne l'impression d'être un monstre à plusieurs têtes. Nous avons Martin Fayoulou qui continue à revendiquer la vérité des urnes. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que Moïse Katumbi veut faire l'opposition à la républicaine. D'après vous, quelle image avez-vous de cette opposition en République démocratique du Congo? L'opposition en République démocratique du Congo laisse trop à désirer.
Je voudrais commencer d'abord par mon ami intime. C'est un ami personnel, Martin Fayulu, que j'aime beaucoup. Quand il vient aux États-Unis, il est avec moi tous les jours. Lui et son épouse, moi et son épouse, donc Esther, on est de très bons amis. On sort, on va manger ensemble dans des restaurants, on revient. Donc on est très très amis. Quand je viens aux États-Unis, je viens des États-Unis au Congo, je mange chez lui. Et quand il vient aux États-Unis, il vient chez moi. Donc ses enfants m'appellent papa. Donc on est très liés. Je suis très peiné de voir ce que Martin Fayulu est en train de faire aujourd'hui. Nous étions tous les deux candidats et nous sommes jeunes. Il voulait être président de la République, moi je voulais être président de la République. Moi j'ai accepté la défaite, lui n'accepte pas la défaite. Je pense qu'à un moment donné, il faut, quand on veut être dans un état de droit, respecter les principes de l'état de droit. Les principes de l'état de droit disent quoi? Ils disent que vous êtes candidat, la CENI programme les résultats, la Cour constitutionnelle les confirme. À la minute que la Cour constitutionnelle, quelle est la plus haute cour donc dans notre pays, confirme les résultats, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, vous devez vous incliner. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait, j'ai fait un discours avec des larmes aux yeux en disant j'accepte la défaite. Mais en acceptant la défaite, on est encore jeune. Je peux me présenter aux élections en 2023, en 2028 ou beaucoup plus tard. Je serai encore donc en forme pour le faire. Martin aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi il doit continuer à réclamer la vérité des urnes. Cette vérité-là, qui va la lui reconnaître? La communauté internationale reconnaît Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. L'Union africaine reconnaît Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Les Congolais, la grande majorité, ou sinon tous, reconnaissent Félix-Antoine Tshisekedi. La Cour constitutionnelle, la plus haute cour dans notre pays, reconnaît Félix-Antoine Tshisekedi. Qui va lui reconnaître la vérité des urnes? La vérité des urnes, c'est celle qui consiste donc à dire que Félix-Antoine Tshisekedi est président de la République, un point, un trait. Martin Fayulu, Noël Tchani, Théodore Nkoyi, Seth Kikouni, Marie-Josée, il faut que tout le monde doit s'incliner. C'est ça que je demande à Martin Fayulu de pouvoir donc réaliser. Maintenant, en ce qui concerne donc les autres gens de l'opposition que vous avez mentionnés, moi je souhaiterais que nous puissions, quand on veut être président, on veut que le pays puisse tourner normalement en ayant certaines règles. Les règles veulent dire quoi? Les élections sont organisées une fois tous les 5 ans. Une fois qu'on a terminé les élections, tout le monde arrête la campagne. Les histoires de dire que telle personne est en train de distribuer des sacs de ciment aux gens, il est en train de faire le tour du pays, ainsi de suite, là, pendant cette période-là, c'est une distraction. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on puisse mettre un frein à la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'anarchie. Nous devons mettre de l'ordre dans notre pays en disant la campagne est terminée, mettez-vous maintenant donc au travail pour autre chose et attendez les élections donc dans 5 ans. Et en 5 ans, dans 5 ans, vous allez commencer donc à refaire la campagne. Mais avoir des gens qui vont donc à travers le pays à faire de l'anarchie, je pense qu'il faudrait qu'on puisse arriver à y mettre fin. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour demander que nous puissions sérieusement envisager la possibilité de modification de la Constitution pour régler ces constats-là qui sont amers, qui semblent pouvoir tourner notre pays en république bananière. La révision de la Constitution devrait toucher à certains éléments tels que 1. Quand l'élection est terminée, tout le monde accepte les résultats et tout le monde doit pouvoir arrêter la campagne jusqu'à une certaine période, quelques mois avant donc la prochaine campagne. C'est la première chose. La deuxième chose, je souhaiterais qu'on puisse revenir à la question du scrutin à 2 tours. Nous avons un scrutin présidentiel aujourd'hui à un seul tour. Ça ne permet pas des éliminatoires, si je peux dire, pour que les meilleurs puissent aller au deuxième tour. Il faudrait qu'on introduise cela soit dans la Constitution, soit dans la loi électorale. Ensuite, je voudrais qu'on puisse reconnaître la nationalité congolaise à tous les Congolais d'origine. Qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils aient acquis une deuxième nationalité ou pas, on doit les reconnaître donc la nationalité congolaise, un point, un trait. Ensuite, je voudrais qu'on puisse donner à ces Congolais de la diaspora l'occasion de pouvoir voter, de participer au choix des dirigeants au niveau de la présidentielle, des députés, ainsi de suite. Là. Et je voudrais aussi qu'on introduise l'exigence des débats présidentiels contradictoires. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut avoir une élection présidentielle où les candidats ne s'affrontent pas au niveau de... pendant l'élection, pour pouvoir donc se faire connaître en tant qu'individu, mais également en tant que futur leader du pays, mais enfin pour faire connaître donc leur vision de développement. Nous devons introduire donc cette exigence-là pour que les candidats puissent être élus sur base des projets de société, plutôt que sur base donc du fanatisme aveugle qui n'arrive pas à résoudre donc les problèmes. Et enfin, je voudrais aussi introduire quelque chose de très sensible. Les Congolais ne veulent pas en parler. Nous avons un pays très important et nous ne pouvons pas être dirigés par n'importe qui. Je voudrais qu'on introduise donc dans la prochaine constitution l'exigence d'un niveau d'études minimum. C'est-à-dire
pour être candidat à la présidence, juste être autorisé à se présenter à la présidentielle, il faut avoir au moins un niveau de maîtrise dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire en sciences économiques, en droit, en ingénierie, ainsi de suite là-bas. Cette exigence-là va permettre donc d'éliminer des candidats qui ne sont pas à mesure de pouvoir gérer le pays dans l'intérêt de tous. Voilà. Je voudrais qu'on essaie un peu de parler de cette histoire de l'état des droits. Aujourd'hui, nous avons remarqué, au nom de l'état de droit, les gens passent dans des antennes de télévision, sur les antennes de télévision, arriver même à injurier les autorités du pays. Est-ce qu'au nom de l'état de droit, moi, je pense que nous devons avoir des lois très claires qui amènent devant les tribunaux des gens qui s'écartent donc des principes élémentaires de l'état de droit. Vous êtes un candidat à la présidence ou vous êtes un citoyen ordinaire, vous n'avez pas le droit d'insulter quelqu'un d'autre. Moi, je pratique ça dans ma vie de tous les jours. Vous savez, sur Twitter ou bien sur Facebook, vous m'insultez, je vous bloque. Vous n'allez plus jamais revenir donc pour être en contact avec moi. Et quand je fais ça, je vois des gens qui m'écrivent après pour dire « Oh, je vous demande pardon, laissez-moi encore donc intervenir de temps en temps. » Non, le principe doit être très clair. Il y a des règles à respecter et des règles, des barrières, des frontières à ne pas traverser. Donc, quand vous êtes un citoyen, vous devez avoir des droits, mais aussi des obligations. Donc, vous devez respecter les droits des autres, mais aussi faire prévaloir vos droits, mais également, tout le monde a donc des devoirs. Alors, moi, je crois que nous devons réglementer tout ça. C'est ça, donc, l'état de droit fonctionnel. Quand il y a des principes qui sont applicables à tout le monde et tout le monde les observe, le pays va fonctionner normalement. Mais s'il y a des gens qui sont ce que j'appelle des brebis galeuses, il faut les ramener à la raison à travers donc l'application rigoureuse donc, de la loi. Voilà, des parlementaires élus du Congo central, ils sont en train de boycotter ou de faire face à la construction du pont route-rail la RDC, Congo-Brazzaville. Selon eux, le gouvernement doit d'abord privilégier le port en eau profonde de Banana. D'après vous, qu'est-ce que ces ponts en eau profonde de Banana a de priorité par rapport à ces ponts route-rail que proposent les deux pays? Je ne suis pas originaire donc du Congo central, je suis originaire du Kasaï, mais je me considère très congolais. Cette question, c'est une question d'intérêt national, ça doit concerner tous les Congolais. Moi, j'ai pris position contre la construction de ce pont entre Kinshasa et Brazzaville sans que certains préalables soient réalisés. Je suis pour l'intégration régionale. Je suis pour l'intégration de tous les pays africains parce que ça nous permettrait donc de créer un marché beaucoup plus large que juste le marché des Congolais, de Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui à 92 700 000 personnes. Donc, si on construit ce pont-là, on va nous relier au Congo-Brazzaville. On peut ajouter à notre marché, non pas simplement les 92 700 000 que nous sommes en RDC, mais aussi les 3 millions de Congolais donc, du Congo-Brazzaville. Ça devient un marché de plus en plus grand. Cela étant, en tant que pays souverain, nous devons aussi garder à l'esprit certaines prérogatives d'un État souverain. Ces prérogatives, c'est de protéger d'abord les Congolais du Congo-Kinshasa. Protéger donc leurs emplois, protéger les opportunités. Alors, dans ce cas précis, le Congo-Brazzaville a un port en eau profonde au niveau de Pointe-Noire. Ce port en eau profonde permet aux paquebots, c'est-à-dire des grands navires qui sont très gros, c'est comme des gros bâtiments, c'est de transporter de grosses quantités de marchandises et de les ramener à Pointe-Noire. Et quand on les décharge de Pointe-Noire, on les met sur les camions, on va les amener tout droit donc au Congo-Kinshasa à travers ce pont-là. En théorie, on peut dire que quand il y a beaucoup de marchandises qui viennent comme ça, à moindre coût qui viennent de l'extérieur, ça va faire rabaisser donc les prix au niveau du Congo-Kinshasa. Mais nous ne devons pas être simplement un marché de consommateurs. Nous devons être aussi un marché des producteurs, des gens qui produisent quelque chose qu'ils peuvent vendre aussi ailleurs, plutôt que d'être inondés par des produits qui viennent de l'extérieur. C'est avec cela à l'esprit que je considère que, avant de construire ce pont-là, nous devons nous assurer que nous allons protéger l'industrie congolaise et les emplois congolais. En ce qui concerne le Congo central a aujourd'hui le port de Matadi et a la possibilité de construire donc le port en eau profonde de Banana. Le port en eau profonde de Banana sera l'équivalent du port en eau profonde donc de Pointe-Noire. Je crois qu'avant de construire ce pont-là, nous devons nous munir des mêmes conditions pour que nous soyons en situation d'égalité
par rapport au Congo-Brazzaville pour que le port en eau profonde donc de Pointe-Noire ne présente pas un avantage comparatif par rapport donc au port de Matadi, qu'on va d'ailleurs mettre en faillite au cas où on n'arrive pas à le réhabiliter donc dans les conditions actuelles. Donc les préalables que moi j'ai mis sur la table avant de construire ce pont sont les suivants. 1. La construction du port en eau profonde de Banana, la réhabilitation du port de Matadi, la construction d'une autoroute moderne allant de Matadi et de Banana à Kinshasa, mais surtout la construction donc du réseau routier reliant toutes les 26 provinces donc du Congo pour créer ce que j'appelle un marché intérieur important. Le marché intérieur constitué donc de tous les Congolais, de toutes les 26 provinces donc du pays. Une fois que nous avons fait ces choses-là, en ce moment-là, on sera en position donc d'autoriser la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville. Si on ne le fait pas, on va mettre en faillite toute la province donc du Congo central, les entreprises qui opèrent là-bas. On va créer du chômage pour les Congolais du Congo-Kinshasa et on sera dépendant en quelque sorte du Congo-Brazzaville pour avoir accès à la mer à travers donc le port de Brazzaville, ce qui nous met dans une situation sécuritaire très dépendante. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez ce qui est arrivé entre le Congo-Kinshasa et l'Angola. On avait accès à la mer à travers le port de Lobito. Mais quand il y a eu des problèmes intérieurs, la guerre entre l'UNITA et le MPLA, on a fermé le port de Lobito. Et le Congo était pénalisé parce que les marchandises, les minéraux qu'on exportait à travers ce port-là, on ne pouvait plus le faire. Si nous arrivons à faire tomber en faillite notre port de Matadi et nous ne construisons pas donc le port de Banana, on va dépendre donc du port de Brazzaville. Et en cas de problème au Congo-Brazzaville ou en cas de problème entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, on serait en quelque sorte donc étranglé. Donc je souhaite que pour des raisons d'économie d'échelle, pour des raisons surtout donc d'intérêt stratégique, pour des raisons de sécurité nationale, que nous puissions privilégier donc ces aspects intérieurs au Congo, construire le port de Banana, réhabiliter le port donc de Matadi, construire ces autoroutes-là, intégrer les différentes provinces donc la RDC avant de construire ce pont entre Kinshasa et Brazzaville. Voilà, je voudrais qu'on aborde aussi la Banque centrale congolaise. Voilà, quel crédit donneriez-vous aujourd'hui à la Banque centrale congolaise et la monnaie locale de notre monnaie? Notre monnaie aujourd'hui ne vaut rien. Nous ne devons pas nous voiler la face pour parler de ça. Vous savez, moi je me base sur la Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution, en son article 170, dit ceci. Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? Toutes les monnaies du monde, le dollar, l'euro, toutes les monnaies des pays environnants, le kwacha, le kwanza, le franc rwandais, le shilling ougandais, le franc CFA, toutes ces monnaies-là circulent sur l'étendue du territoire national ou aux frontières de la RDC sans restriction. Donc, la Banque centrale du Congo a échoué dans son rôle de donner aux Congolais une monnaie nationale crédible, la seule qui soit utilisable sur l'étendue du territoire national. Donc, il faut repenser aujourd'hui à restructurer non seulement la Banque centrale, à restructurer la monnaie, à réformer la monnaie, mais il faut repenser même le système financier congolais. Le système financier congolais aujourd'hui comprend quoi? 20 banques commerciales. Toutes sont des petites banques étrangères, appartenant aux Indiens, aux Pakistanais, aux Libanais, aux Nigérians, et ainsi de suite là-bas. Il y a tout, sauf des Congolais du Congo-Kinshasa qui ont des banques ici. Et quand il y a une banque du Congo-Kinshasa, ce sont des familles politiques qui ne devraient pas être donc dans le secteur bancaire pour commencer. Donc, je souhaiterais que nous puissions repenser à restructurer non seulement la Banque centrale, pour qu'elle soit en mesure de concevoir et de mettre en œuvre une politique monétaire crédible, de mettre fin à la dollarisation. Mais aussi, nous devons penser à pouvoir réformer la monnaie nationale pour donner aux Congolais une monnaie qui soit la seule, qui soit utilisable sur l'étendue du territoire national, qui mette fin à la dollarisation. Et enfin, nous devons avoir un système financier diversifié et à mesure de répondre aux besoins de développement du pays, notamment en ayant des banques congolaises. Les banques dans lesquelles on a des Congolais, des individus, mais également l'État ou éventuellement des institutions congolaises. Et en ce moment-là, nous pourrons avoir une économie florissante soutenue par un système financier, par une monnaie nationale, mais également par une banque centrale qui vaille la peine.
Voilà, ça sera pratiquement la fin de cette émission. Mais c'est Tiani Mwadiamvita. Nous sommes très flattés de nous avoir donné cette occasion de vous présenter, d'échanger avec vous, de commenter et de réfléchir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre question. Moi, je voudrais vous remercier. Vous savez que vous êtes une journaliste que j'apprécie beaucoup. Et Arc-en-Ciel Télévision, c'est l'une des meilleures télévisions que nous avons. Vous n'êtes pas peut-être connue comme toutes les autres télévisions, mais vous êtes une excellente télévision et je vous ai toujours apprécié et j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à m'entretenir avec vous. Merci beaucoup, nous sommes très flattés. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous mettons pratiquement fin à cette émission. Voilà, je voudrais vous rappeler, vous qui nous avez pris en cours, nous avons pu sillonner l'actualité politique en République démocratique du Congo. Parmi les questions que nous avons pu débattre dans cette émission, nous avons parlé du 101er jour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays. Nous avons parlé aussi de la nomination du Premier ministre en République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Et alors, je ne saurais terminer cette émission sans pour autant remercier les gens qui ont travaillé à sa réussite, à sa concrétisation. Je dis grand merci à Papi Fala, qui est notre directeur technique, qui accepte de se déplacer pour faire cette émission avec nous, et également à Pati Diogi, qui est notre directeur de programme. Et à vous, je dis grand merci, et également à vous, je vous dis, vous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, merci de votre sympathique attention sur nos antennes. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Désormais, sur Arc-en-Ciel Télévision, chaque mercredi à 20h30 et en rediffusion chaque vendredi à 20h juste, Les Patriotes. Les Patriotes, une émission qui reçoit tout acteur qui aime sa patrie et qui s'efforce de bien la servir. Arc-en-Ciel Télévision, la chaîne d'excellence.